Soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. Bonjour Sophie Audiger. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de SOS Éducation. Éducation à la sexualité, attention danger, c'est le titre de notre entretien ce soir. Alors justement, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, il veut relancer l'éducation sexuelle à l'école, c'est le sujet. Vous n'y êtes pas favorable, ainsi que votre association. Pour quelle raison ? Alors, c'est pas qu'on n'est pas favorable à l'éducation de la sexualité dans le sens qu'elle avait, on va dire, avant 2013, c'est-à-dire une éducation de prévention. Alors, si je peux me permettre de faire un petit retour de contexte historique. Bien sûr, allez-y. Merci. Donc, en 73, voilà, l'éducation à la sexualité arrive en France. Elle se fait dans les lycées, elle est facultative et elle a pour objectif, évidemment, la prévention des grossesses, donc l'information sur la contraception et puis les maladies sexuellement transmissibles. En 2001, une loi dans le Code de l'éducation va instaurer ce qu'on appelle aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, les fameuses 3 séances minimum obligatoires d'éducation à la sexualité à partir de l'école, donc de l'élémentaire, du collège et du lycée. On est encore dans un plan national de prévention, c'est-à-dire que l'objectif, c'est la prévention pour les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles. Et en 2001, Jusque-là, vous êtes parfaitement d'accord avec les objectifs poursuivis. Absolument. Et en 2001, ce qui arrive également, qui est très important pour nous, notamment dans les écoles, c'est la prévention pour les abus sexuels. On sait qu'un enfant sur 10 est victime d'abus sexuels. Donc, ce plan national de santé sexuelle avec un objectif de prévention est évidemment très important. Nous y sommes évidemment, comme tous, très favorables. Mais alors, Sophie, où est le problème ? Alors, le problème, c'est qu'entre 2001 et 2013, alors qu'en France, on avait le sentiment qu'il ne se passait pas grand-chose, il y a eu un changement de paradigme qui a été porté par les organisations internationales, en premier desquelles l'OMS, qui ont réorganisé entièrement des standards qu'ils ont appelés les standards à l'éducation sexuelle, qui ont été publiés en 2013, qui procèdent de travaux qui ont duré plusieurs années et qui ont intégré, en fait, je dirais, une dictature des sciences sociales en prenant finalement possession de nos enfants pour faire passer des messages qui n'ont rien à voir avec la prévention et où là, on utilise l'éducation à la sexualité pour imposer une norme sociale. Et là, on commence à voir le danger majeur que cela apporte, pour les parents notamment, puisque la plupart des parents ne sont pas informés de cela. Mais en quoi est-ce qu'une norme internationale peut influencer la façon dont, en France, concrètement, on donne ces fameuses 3 séances obligatoires d'éducation à la vie sexuelle et affective ? Parce qu'en 2013, en France, on a signé une convention interministérielle entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation. Ensuite, on a un ensemble de circulaires qui ont formalisé le fait qu'on basculait, qu'on adoptait ces standards européens d'éducation à la sexualité. Et ces standards font quoi ? C'est-à-dire qu'ils mettent au second plan la prévention et apportent un nouveau paradigme qui est une éducation à la sexualité positive où ce qui est mis en avant, c'est le plaisir. Voilà. Et donc, on a une intrusion formelle dans le psychique des enfants qui va constituer une effraction importante dans de nombreux cas traumatisante, et pour laquelle, d'ailleurs, un certain nombre de pédopsychiatres ont alerté dès 2017, puisque ça a été véritablement mis en œuvre en 2017, avec d'ailleurs l'obligation de démarrer à partir de la maternelle. Et à ce moment-là, un certain nombre de professionnels de la santé ont alerté les pouvoirs publics qui n'en ont pas du tout tenu compte, qui n'ont pas pris soin de leur répondre. Et vous avez rapporté avec SOS Éducation des propos sexuellement explicites qui ont notamment été tenus dans une classe de CM2 par une infirmière de l'Éducation nationale. Je ne vais pas citer exactement ce qu'elle disait, mais c'était vraiment des propos sexuellement explicites. Est-ce que ce genre de cas est fréquent en France aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on a, en tous les cas pour SOS Éducation, ainsi que les Mamans Louves, puisqu'on est en partenariat sur cette action. C'est une autre association. C'est une autre association qui représente des parents et qui est très présente sur tout le territoire français. Je dirais qu'on est quand même présent depuis plusieurs années. Or, on n'a jamais eu autant de retours de parents que cette année. Ce qu'il faut savoir également, qui est un élément important, c'est qu'en 2018, Marlène Schiappa a taper du poing sur la table en disant attention, les 3 séances d'éducation à la sexualité ne sont pas régulièrement faites, la loi s'impose à nous, il faut que tout le monde le fasse. Oui, d'ailleurs, il y a même 3 associations là, en mars dernier, SOS Homophobie, SIDAction et le Planning Familial, qui ont annoncé qu'ils allaient attaquer l'État devant la justice pour le contraindre à organiser chaque année au moins ces fameuses 3 Absolument. séances. Eux estiment constatent que ces séances aujourd'hui, elles ne sont pas organisées conformément à la loi. Ça, c'est le cas ? Alors, c'est le cas, elles ne sont pas organisées dans chacune des écoles de la manière qui est attendue, c'est-à-dire 3 séances formelles, etc., dès la maternelle. Pape Ndiaye
a d'ailleurs, quand il a pris le ministère de l'Éducation nationale, en mai dernier, posé l'éducation à la sexualité comme sa priorité. Il a fait une circulaire en septembre en disant la même chose que Marlène Schiappa et la même chose que ses associations, c'est-à-dire il faut respecter la loi, il faut qu'elles aient lieu. Mais tout ça, ce qui est important, c'est que cette action, elle rentre dans un agenda politique international qui vise à faire de l'éducation à la sexualité positive un enjeu de politique sociétale européenne. Et c'est là où nous, on n'est pas d'accord, c'est que finalement, les politiques publiques, les politiques éducatives, elles doivent avoir comme objectif premier de protéger les enfants, de défendre l'intérêt supérieur des enfants, tout en respectant l'autorité parentale. Vous estimez que c'est avant tout aux parents de s'occuper de sexualité et pas à l'école, si je vous comprends bien. C'est ça le Non, cœur de votre propos? En fait, si vous voulez, le problème, là, c'est pas une question de morale. C'est même pas une question... On pourrait d'ailleurs avoir un débat sur des questions de comment on applique la laïcité à l'école, quand dans des écoles, on va tenir des propos qui sont contraires aux interdits donnés par les parents à leurs enfants. Mais je dirais que nous, SOS Éducation, comme un certain nombre de pédopsychiatres, on se positionne même pas à ce sujet-là ou à ce niveau-là. Vous dites quand même que les parents ne sont pas forcément avertis du contenu de ces cours, ce qui est un problème. Oui, mais les parents ne sont pas avertis et c'est parce que c'est contraire à l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, c'est que les parents soient avertis qu'il va y avoir cette séance d'éducation à la sexualité, qu'ils soient avertis et collaborateurs des contenus, c'est ce qui est prévu dans l'intérêt des enfants, de manière à ce qu'un enfant qui aurait été choqué, étonné, qui poserait des questions, puisse être accueilli par son parent et répondre à ces interrogations. Ça, c'est un objectif, si vous voulez, de mise en œuvre qui répond à l'intérêt supérieur de l'enfant. Sauf qu'aujourd'hui, l'intérêt supérieur des enfants est clairement en second plan. Avec un premier élément fondamental, c'est que le développement psycho-affectif et psychosexuel de l'enfant fait que de 5 ans à 10 ans, l'enfant a un processus de développement qui fait que les pulsions, qui sont les pulsions, entre guillemets, qu'on appelle sexuelles chez les enfants, sont mises de côté. Et il est dans une phase qu'on appelle de latence, il est beaucoup plus sensibilisé à l'apprendre, à la connaissance, etc. Et le fait de faire intrusion dans les enfants avec des images de réels sexuels qui leur sont complètement étrangères, a un effet traumatique chez ces enfants. Donc on sait très bien qu'en plus, les objectifs qui sont avancés, à savoir aider l'enfant dans son développement psychosocial, psychoaffectif, psychosexuel, lui permettent d'accéder à des relations affectives saines dans lesquelles il respecte son corps et celui des autres. Ça, probablement, par ce traumatisme, cet objectif ne va pas être atteint. Donc ces cours sont mal donnés aujourd'hui, si je vous comprends bien, Sophie. Alors, qui les donne d'ailleurs en réalité? C'est pas uniquement les professeurs, j'imagine. Alors là encore, c'est pas uniformément réparti. On parlait d'une infirmière de l'éducation nationale tout à l'heure, mais... Alors, en fait, normalement, ça devrait être donné par du personnel qui sont formés, sauf que, comme vous l'avez bien compris, que ce soit Marlène Schiappa ou Pape Ndiaye qui demandent que ça soit fait tout de suite maintenant, on n'a pas de personnel formé. Ce qui a donné lieu en 2008 à une ouverture aux associations, pour la plupart qui étaient quand même des associations militantes, qui ont pris en charge, ce sont des intervenants extérieurs qui viennent prendre en charge ces séances. Donc, là, avec SOS Éducation, vous avez aussi pris en charge une partie de ces cours? Vous êtes actif sur ce sujet aujourd'hui? Non, pas du tout. Nous, SOS Éducation, on n'intervient pas dans les écoles. D'accord. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'est pas juge et partie, qu'on est plus dans l'analyse des politiques éducatives et dans un travail avec un écosystème de professionnels qui nous permettent de donner des arguments, des éléments et d'aider la communauté éducative. Donc, ce n'est pas exactement votre travail. Par contre, d'autres associations ont pris ce créneau. Absolument. Il y a des associations qui font ce genre d'intervention. Et d'ailleurs, on a des associations qui font des interventions avec une approche, on va dire, plus juste de ce qui est attendu dans le cadre du développement de l'enfant en termes d'accompagnement psycho-affectif et psychosexuel. Mais certaines le font avec un angle réellement militant, c'est ce que vous constatez. Avec un angle réellement militant, et puis surtout ce que vous avez évoqué, puisque vous me demandiez si on avait d'autres cas. On a aujourd'hui, depuis le début de l'année, de nombreux cas, mais 3 cas quand même assez importants, où des propos, on va dire, sexuels ou extrêmement crus ont été tenus à des enfants de CM1, donc de 9 ans, de CM2 de 10 ans, et où les enfants sont rentrés chez eux de manière vraiment avec des signes, si vous voulez, qu'on appelle post-traumatiques, qui sont des signes cliniques d'enfants qui ont été choqués, et donc que les parents récupèrent comme ça en devant évidemment gérer et protéger leurs enfants. Quand même, Sophie Audiger, je reviens à une question de tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas d'abord aux parents de prendre en charge l'éducation affective et sexuelle des enfants? Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école? Alors, non, bien sûr que non. Et c'est pour ça que nous, ainsi que d'autres pédopsychiatres, on considère que
ce qu'appelle en fait l'OMS, l'éducation à la sexualité, ils vont rajouter au sens large, ce qui ne veut rien dire évidemment. L'école a un rôle de prévention des agressions et des abus sexuels. C'est-à-dire que l'école doit rappeler à tout moment que la relation, le rapport sexuel entre des mineurs est interdit, que le rapport sexuel entre un mineur et un adulte est interdit, qu'il y a des adultes qui sont méchants, que les adultes peuvent vouloir faire des choses à des enfants qu'ils n'ont pas le droit de faire, qu'il faut dire non. Un rôle de garde-fou en quelque sorte. Voilà, mais ça c'est très important. Il faut le garder et on le sait. On a quand même une expérience de l'éducation à la sexualité maintenant depuis un certain nombre d'années. Là, par contre, c'est un problème, c'est-à-dire qu'on va projeter une éducation sexuelle, en tous les cas sur une base de pulsions sexuelles d'adultes, sur quelque chose qui est d'ailleurs réfuté par des pédopsychiatres, une espèce de fantasme qu'il y aurait une sexualité infantile dès la naissance, ce qui est absolument faux. On sait très bien que les pulsions qu'on pourrait appeler sexuelles chez l'enfant se caractérisent par en fait l'affection et la tendresse, principalement dans le cadre du complexe d'Oedipe qu'on connaît bien. Donc cette relation d'attachement, cette relation affective, c'est aux parents de la conduire. C'est aux parents d'accompagner les enfants, de répondre à leurs questions au fur et à mesure de leur développement. Et ensuite, comme nous l'avons tous fait effectivement, de découvrir par soi-même, notamment par ce qu'on appelle la vie fantasmatique de l'enfant, ses propres projections, sa propre idéalisation, et puis ensuite la vie et ses rencontres vont lui faire le travail d'apprentissage normalement. Après, tout ça ne se trouve pas aujourd'hui tel quel dans le décret, ne se trouve pas dans le code de l'éducation. Alors en fait, si vous voulez, le problème, c'est que si on reprend les dernières circulaires, il est quand même formellement inscrit, c'est pour ça qu'on a écrit ce courrier à Pape Ndiaye, puisqu'il n'est pas respecté, qu'il est interdit de tenir des propos sexuels stricto sensu au niveau des élémentaires. Voilà, je cherchais il y a un instant l'extrait de cette circulaire, mais donc c'est tout de même explicitement dit qu'on ne peut pas tenir aujourd'hui. Voilà, sauf que ce n'est pas fait. Ce genre de propos. C'est-à-dire que quand nous on a écrit à Pape Ndiaye sur des propos qui sont quand même très crus, je veux dire à la limite de la pornographie et de l'incitation, sur le cas que vous évoquez. D'abord, on n'a aucune réponse, mais dans la seconde où ce courrier est publié et rendu public, eh bien, on a une association, un syndicat qui va défendre l'infirmière et qui se réfère à quoi ? Justement à ces standards de l'OMS que j'évoque. Donc effectivement, il y a un point de mesure là, il y a une non-position ferme de l'éducation nationale, il y a un manque de rigueur. Et il faut aujourd'hui informer les parents que c'est de leur rôle, s'ils veulent protéger leurs enfants, de s'informer chaque année, en début d'année, de demander qui fera ces séances d'éducation à la sexualité, qu'est-ce qui sera dedans, quand est-ce qu'elles seront faites, d'être informés, de pouvoir ensuite en discuter avec les enfants et de s'assurer que les enfants ont reçu un contenu qui était approprié à leur âge. Sujet différent mais assez proche finalement, Sophie Udigé. En 2021, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer à l'époque, avait produit une circulaire destinée à définir la conduite à adopter par les professeurs face à des élèves en questionnement de genre. C'était l'expression qui a été utilisée. Quel a été l'impact de cette circulaire selon vous ? Alors, là encore, la circulaire de Jean-Michel Blanquer sur l'accueil des enfants transgenres, finalement, on est encore sur un sujet sur lequel nous, on s'est positionné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, si vous voulez, des hiérarchies dans la souffrance des enfants. On a des enfants qui sont en souffrance à l'école. Vous avez des enfants qui sont harcelés, vous avez des enfants qui vont être orphelins de père ou de mère parce qu'ils vont avoir un parent qui va être malade et qui va décéder dans l'année. Vous avez des enfants qui vont vivre la découverte de leur orientation sexuelle avec plus ou moins de difficultés. L'école, elle accueille tous les enfants de la même manière, avec la même attention à la prise en charge des besoins des enfants. Créer une hiérarchisation dans la souffrance des enfants est absolument aberrant. Au-delà de ça, ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer, il a juste validé quelque chose qui était déjà dans le projet de l'OMS. Et c'est pour ça que je vous dis que tout démarre de ce travail de l'OMS qui a changé le paradigme de manière fondamentale, puisque dans l'objectif de l'OMS en 2013, il y a la volonté de développer l'éducation à la sexualité dès la naissance, afin de permettre à l'enfant de découvrir son orientation sexuelle et de le rendre capable de développer sa capacité d'autodétermination. L'autodétermination, c'est la capacité reconnue par l'OMS et par ses associations militantes à tout enfant de se dire du genre qu'il veut, indépendamment de son sexe biologique. Quand vous dites, juste pour bien préciser, Sophie Udigé, quand vous parlez de l'OMS, on parle de normes qui ne sont pas contraignantes, on parle d'un document auquel on se réfère, mais sans qu'il soit officiellement contraignant en France, si j'ose dire, légalement contraignant.
Alors, il pourrait l'être, puisque aujourd'hui, il faut savoir que ce travail de l'OMS a créé des nouveaux concepts, notamment celui de droit sexuel, qui a été intégré dans les droits fondamentaux des enfants, et notamment dans le droit d'information et le droit d'éducation. Et aujourd'hui, potentiellement, vous pourriez avoir, et d'ailleurs on le voit bien avec les 3 associations qui ont attaqué au niveau administratif l'État, on pourrait très bien avoir des associations qui attaquent des écoles parce qu'elles ne présentent pas justement à ces enfants en très bas âge le fait qu'ils ont le droit à s'autodéterminer en filles ou garçons indépendamment de leur sexe biologique. Aujourd'hui, je pense que ça serait possible qu'effectivement une école soit attaquée à ce motif-là. Et je vous lis sur le Figaro.fr la réaction de Nicole06 qui nous dit « Il y a tellement de lacunes dans l'instruction, passer encore des heures sur des sujets autres que les bases devient difficilement acceptable. » Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de l'aborder, mais par ailleurs, vous militez aussi en faveur d'une meilleure prise en charge des enfants handicapés. Et bien sûr, vous rappelez aussi qu'un élève sur 2 entre au collège sans avoir acquis le niveau requis en lecture. C'est peut-être là aussi les bases auxquelles devrait s'attaquer solidement l'éducation nationale et le ministre. Merci beaucoup, Sophie Duget. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale de SOS Éducation. Merci de nous avoir partagé votre point de vue. Merci.